Bienvenue pour cette exploration des sources autour d'une artiste vraiment unique, Césaria Évora. On la connaît souvent sous ce surnom, la diva aux pieds nus. Oui. Mais bon, derrière cette image, il y a une vie, une histoire d'une richesse incroyable, et puis un parcours qui défie un peu toutes les attentes. Ah oui, complètement. Une reconnaissance mondiale qui arrive seulement à 47 ans, c'est quand même assez rare dans le monde de la musique. C'est très rare. Et c'est justement ce parcours qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Et on a pas mal de matière, hein. Oui, Des éléments de sa vie, bien sûr, mais aussi des analyses de sa musique, la morna, ce fameux concept de saudade, et tout ça replacé dans le contexte, parfois très dur, du Cap-Vert à l'époque coloniale, puis l'impact mondial qu'elle a eu, c'est fascinant. Delo, jusqu'à devenir une icône mondiale. Exactement. Comment sa vie, son art sont liés à l'histoire du Cap-Vert, à cette saudade, et puis comment son authenticité, presque brute, est devenue une forme de résistance, peut-être sans même le vouloir au début. Une résistance par l'authenticité. C'est une belle piste. Alors commençons par le début, si vous voulez bien. Allons-y. Césaria Évora naît le 27 août 1941, à Mandelo, sur l'île de São Vicente, au Cap-Vert, qui est à l'époque une colonie portugaise. C'est ça, et Mandelo, c'était un port important, mais qui était déjà sur le déclin économique à sa naissance. Son père était musicien, violoniste, mais il meurt quand elle est très jeune, 7 ans je crois. Oui, c'est ça, et sa mère, qui était cuisinière, se retrouve seule pour élever 7 enfants. On imagine la difficulté. Ah oui, une difficulté immense. Et ce contexte colonial est essentiel. Les sources parlent d'une vraie négligence du Portugal envers le Cap-Vert. La pauvreté était telle que sa mère a dû la placer à l'orphelinat quand elle avait 10 ans. Ah oui. Mais les témoignages insistent bien, ce n'était pas par manque d'amour, hein. C'était juste une impossibilité matérielle. D'où cette phrase terrible qu'elle a dit plus tard, « Ma mère ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Ça a dû la marquer à vie, forcément. » Forcément. Ça explique sans doute son pragmatisme un peu teinté de scepticisme. Quand on lui parlait de rêve, elle répondait cash, « Je ne crois pas aux rêves, demandez-moi autre chose. » Ça donne le ton. Et la musique arrive quand dans tout ça? Vers 16 ans, elle commence à chanter, mais pas pour la gloire, hein. Plutôt dans les bars du port, les tavernes pour les marins. Apparemment, c'était surtout pour avoir des consommations gratuites. Et juste pour des vers. Voilà. On raconte même qu'on l'emmenait parfois sur les bateaux à quai pour qu'elle chante sa morna. La morna, c'est déjà ça qu'elle chante. Oui, déjà. Cette musique lente, mélancolique, qui porte vraiment l'âme capverdienne. Et c'est là qu'apparaît le symbole, les pieds nus. Il faut savoir qu'une loi coloniale interdisait aux Capverdiens de marcher pieds nus sur les trottoirs. Ah d'accord, c'était une marque de ségrégation. Tout à fait. Et l'anecdote du club Grêmio est parlante. C'était le club chic de Mindelo. On veut bien l'entendre chanter, mais on exige qu'elle mette des chaussures. On lui en offre, elle les met pour entrer. Eh. Et elle les enlève aussitôt pour monter sur scène. Hop. C'était déjà là, bien avant le marketing. Un geste simple, mais un refus net de se plier au code. Une sorte de défiance tranquille. Incroyable. Mais après ses débuts, elle va connaître une très longue traversée du désert, c'est ça, hein? Les années noires. Oui, une période très difficile, entre 1975 et 1985 environ. 11 ans où elle arrête de chanter publiquement. Ça correspond en plus à l'indépendance du Cap-Vert en 75. Et comment elle vit pendant ce temps? Très mal. Les descriptions sont assez lures. Elle retourne vivre chez sa mère, qui est devenue presque aveugle, dans une maison en très mauvais état. Son futur manager l'a décrite comme une ruine avec des trous dans le sol. Mais pourquoi elle arrête de chanter? L'indépendance aurait pu être un nouveau départ, non? Paradoxalement, non. L'indépendance amène l'espoir, bien sûr, mais aussi une crise économique qui s'aggrave pour certains. Le nouveau gouvernement ferme pas mal de bars, de lieux où elle pouvait chanter et gagner un peu d'argent. D'accord, donc encore moins d'opportunités. Voilà. Et à ça s'ajoutent ses propres difficultés. Les sources sont claires là-dessus. Elle luttait contre l'alcoolisme, le cognac en particulier, et une dépression profonde. Une dépression qui n'était pas comprise à l'époque. Pas du tout. Un documentariste cité dans les sources le dit. Personne au Cap-Vert ne savait ce qu'était la dépression. On la voyait juste comme quelqu'un de difficile, de lunatique, quoi. C'est fou de penser qu'elle aurait pu ne jamais revenir à la musique. Absolument. Et si elle a tenu, c'est en partie grâce à la solidarité de sa communauté, à Mindelo. Des gens qui l'aimaient, qui se souvenaient de sa voix, organisaient des collectes pour lui apporter à manger. Et elle, comment elle expliquait cet arrêt? Avec sa franchise habituelle, elle a dit « J'en avais assez de chanter en soir, rien ne semblait en découler. » Ou plus directement « Je n'en tirais aucun argent, alors j'ai simplement arrêté. » Un ras-le-bol,
un dégoût de ne pas pouvoir vivre de son art. Parlons de cet art, justement, et de ce mot-clé, saudade. On le traduit souvent par nostalgie, mais vous disiez que c'était plus que ça. Ah oui, bien plus. C'est difficile à traduire. Césaria elle-même disait « C'est un sentiment qui vous déchire le cœur à cause de la séparation d'un amant ou de la maison. Une souffrance qu'on ne peut oublier. Une souffrance liée à la séparation, au manque. » C'est ça. Une mélancolie un peu douce amère. Et c'est viscéralement lié à l'histoire du Cap-Vert, à cette diaspora énorme. On dit que presque 2 Cap-Verdiens sur 3 vivent à l'étranger. Cette distance, cette séparation constante, c'est ça la saudade. Et ça remonte loin dans l'histoire. Très loin. C'est le reflet de siècles de migration, d'abord forcée. Avec la traite négrière, le Cap-Vert était une plaque tournante pendant 300 ans. Terrible. Puis des migrations plus volontaires, mais poussées par les famines à répétition, souvent liées à la négligence coloniale et le manque d'avenir sur les îles. Et la chanson Saudade, sa chanson phare, elle parle de ça. Directement. Cette question dans la chanson « Ken mostro bes camino longé », qui t'a montré ce chemin lointain. Pour beaucoup d'analystes, ça fait référence aux travailleurs capverdiens envoyés de force dans les plantations de cacao de Sao Tomé, une autre colonie portugaise, sous Salazar. C'est la mémoire de cet exil forcé. Quand on l'écoute chanter, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de pathos exagéré. C'est très digne. C'est une des grandes forces de son interprétation. Il y a une sorte de stoïcisme, oui. Une sagesse qui vient de l'expérience vécue, pas d'une posture. Ça résonne avec ses propres blessures. Elle a perdu un enfant jeune, son père est mort tôt, des déceptions amoureuses. Elle avait une vision assez directe des choses, non? Oui, très directe. Sur les hommes, par exemple, elle disait « Un homme a 1001 idées. Un jour, il va te trahir. » Mais un critique notait qu'elle le disait platement et sans amertume, comme un constat. Pour aller plus loin, il faut peut-être aussi comprendre d'où vient la morna elle-même, musicalement parlant. C'est lié à l'histoire coloniale aussi, j'imagine. Tout à fait. C'est un genre métissé par excellence. Les musicologues y voient un mélange. Il y a des influences du fado portugais, bien sûr, de la modinha brésilienne aussi, un autre chant de la diaspora lusophone. Et des racines africaines? Essentiel. Surtout un rythme, le lundum. Il serait arrivé au Cap-Vert avec les cantadeiras, des femmes esclaves venues d'Afrique de l'Ouest. Leur chant parlait déjà de l'exil, de la douleur, mais aussi de la force. La morna est née de cette rencontre Europe-Afrique, dans ce creuset colonial douloureux. Et c'est dans ce contexte que son choix de chanter uniquement en créole capverdien, le criolou, prend tout son sens. Ce n'était pas juste une question de confort linguistique. Ah non, c'était un acte fort, profondément politique, même si elle ne le formulait pas forcément comme ça. Le criolou, cette langue née du contact entre portugais et langues africaines, était méprisé par l'administration coloniale. On essayait de l'effacer, hein. On le marginalisait, on l'associait à quelque chose d'inférieur. Alors chanter en criolou sur les scènes du monde entier et avoir ce succès phénoménal, c'était une réhabilitation incroyable. Elle défia les hiérarchies linguistiques héritées de la colonie. Elle rendait hommage, comme le disent certains textes, à ses ancêtres esclaves et aux traditions maritimes. C'est puissant. Oui. Et elle avait cette phrase géniale. « Personne ne comprend le créole, mais ce n'est pas important. La musique dit tout. » Sa musique devient une sorte d'archive vivante, en fait. C'est exactement ça. Ces chansons sont comme des chroniques chargées d'émotions. Elles racontent l'isolement des îles, les traumatismes de la traite, les famines, l'émigration. Certains titres sont très directs. Roma Criolla sur la grandeur et la décadence coloniale, Angola sur les luttes de libération en Afrique. C'est un vrai dialogue musical avec l'histoire, avec la mémoire, l'identité postcoloniale. Et puis, après toutes ces années difficiles, le miracle arrive enfin. Mais si tardivement. Oui, c'est José da Silva, un jeune producteur français d'origine capverdienne, qui la croise en 1987. Il l'entend chanter dans un restaurant à Lisbonne. Elle a 47 ans. Incroyable, elle devait être surprise. Elle a dit plus tard qu'à ce moment-là, elle n'avait plus rien à perdre. Mais da Silva a dû se battre. Aucune maison de disques n'en voulait. Une chanteuse de cet âge, inconnue, chantant en créole, impensable pour eux. Il a dû créer son propre label, Luz Africa. C'est là qu'entre en jeu cette image de la diva aux pieds nus. Les sources montrent qu'il y a un mélange d'authenticité et de marketing, non? C'est très intéressant cette tension. D'un côté, c'est vrai, elle n'aimait pas porter de chaussures, ça lui faisait mal aux pieds, depuis toujours. C'est ce que tout le monde dit. Donc c'était réel. Oui. Mais de l'autre côté, son manager a admis avoir façonné cette image pour la rendre plus commercialisable, notamment pour ce marché naissant de la world music. L'industrie a pris ses signes, les pieds nus, la cigarette sur scène, le verre de cognac, et en a fait des marqueurs d'exotisme, d'authenticité vendables.
C'est un peu paradoxal. Est-ce que cette image, finalement, n'a pas parfois un peu masqué la profondeur de sa musique ou sa dimension politique involontaire? C'est une bonne question. Certains critiques ont pu le penser, parler d'une forme de folklorisation, mais ce qui est frappant, c'est que Césaria elle-même semblait complètement hermétique à tout ça. Elle restait elle-même. Exactement. Son indépendance d'esprit était totale. On lui demandait si elle était impressionnée par les grandes salles de concert. Sa réponse: si le Cap-Vert avait eu les mêmes ressources, il aurait aussi de belles salles. Point. Désarmant. Et cette force de caractère. Elle a arrêté l'alcool net, du jour au lendemain, le 15 décembre 1994. Elle s'en souvenait. Mais elle a continué à fumer ses Camel Lights. On raconte que son producteur lui a offert une Mercedes pour qu'elle arrête. Et Elle a refusé la voiture et gardé ses cigarettes. C'était Césaria, quoi. Indomptable. Et il y avait aussi cette générosité dont tout le monde parle. Ah oui, légendaire. Sa maison à Mindelo, 10 chambres, toujours ouverte. Elle achetait des bijoux à des femmes dans le besoin pour les porter sur scène. Il y avait toujours un pot sur le feu chez elle, prête à nourrir n'importe qui. Les paillettes de la célébrité, ça ne l'intéressait absolument pas. Quand on regarde son héritage pour le Cap-Vert, c'est énorme, on peut dire. Immense, vraiment transformationnel. Elle a mis ce petit archipel sur la carte du monde. Le ministre de la Culture a dit à sa mort: le Cap-Vert a conquis le monde pieds nus. C'est beau, non? C'est magnifique. Et concrètement, Concrètement, le tourisme, qui est vital là-bas, a explosé. On est passé de 145 000 visiteurs en 2000 à presque 820 000 en 2019. Ça représente près d'un quart du PIB. Musicalement, elle a ouvert la porte à toute une génération. Lura, Mayra Andrade, qu'elle considérait un peu comme sa successeur, Théophile Chantre, Elida Almeida. et la reconnaissance officielle aussi. Oui, la Morna classée par l'UNESCO en 2019 et son Grammy Award en 2004, le premier pour un artiste capverdien. C'est historique. Pour bien comprendre le contexte de son parcours, certaines sources font une comparaison entre la colonisation portugaise au Cap-Vert et par exemple la colonisation belge au Congo. C'est une comparaison un peu complexe. Oui, très sensible, et il faut être prudent, comme le font les sources d'ailleurs. L'idée n'est pas de faire une hiérarchie de l'horreur, surtout pas. C'est plutôt de montrer qu'il y avait différentes méthodes dans un même système d'exploitation. D'accord. Au Cap-Vert, on parle parfois de violence lente, c'est-à-dire une négligence organisée, des famines aggravées par l'administration, une migration forcée déguisée en besoins économiques, une violence insidieuse. Et au Congo? Là, c'est souvent cité comme l'exemple type de la violence rapide, brutale. Les quotas de caoutchouc sous Léopold II, les mutilations comme punition, les massacres. C'est différent dans la forme, mais la logique de fond, raciste et basée sur l'extraction des richesses et du travail, est la même. Comprendre cette spécificité de la violence lente portugaise aide à saisir contre quoi la résilience et la musique de Césaria se sont construites. Et dans tous les cas, sa vie et son œuvre sont un peu en démenti cinglant au discours de la mission civilisatrice des colons. Totalement. Que ce soit par la négligence ou la terreur, le parcours de Césaria montre la réalité humaine qui se cachait derrière cette propagande. Elle incarne la dignité qui résiste, la culture qui survit et qui fleurit malgré tout. Quelle trajectoire quand on y pense. La survie qui se transforme en art, l'authenticité comme une forteresse, et cette capacité à prendre une douleur personnelle et collective et à en faire quelque chose d'universel. C'est ça. Finalement, elle l'a très bien dit elle-même. Je ne me sens ni heureuse ni triste quand je chante ma musique, je me sens moi-même. Tout est là peut-être. Oui, c'est une belle synthèse. Et son héritage nous laisse avec des questions importantes, je trouve. Comment une voix qui vient de la marge peut toucher le monde entier sans se perdre, sans se laisser formater par le marché? Son histoire défie tellement de clichés sur le succès, l'âge, le genre, l'identité post-coloniale. Ça nous invite à réfléchir, c'est sûr. Oui, à réfléchir à ce que veut dire l'authenticité aujourd'hui, dans un monde qui veut tout récupérer, tout transformer en produit. Comment on préserve une intégrité artistique et humaine? Qu'est-ce que son parcours nous dit sur la force tranquille de la dignité face à l'histoire, face aux tentations de la célébrité? Une réflexion à continuer en écoutant sa voix, bien sûr.